C'est vrai, d'entrée des jeux, j'aimerais signifier qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir. Lorsqu'un acteur politique accède à une institution publique et en lui, il y a l'idée de s'enrichir, en ce moment-là, le détournement devient presque inévitable. C'est pourquoi je demande à tous mes compatriotes, tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à être politiciens dans ces pays, ou tous ceux qui sont déjà politiciens en train de, je ne sais pas, d'assumer une fonction dans les institutions publiques, ne faisons pas la politique pour s'enrichir, mettons d'abord le peuple au centre de tout. Visons d'abord l'intérêt général au lieu de viser les intérêts partisans, parce que les détournements ou la résurgence du détournement des deniers publics, sans vous mentir, c'est parmi les choses qui ne font pas avancer notre pays. Prenons par exemple le cas d'une personne qui détourne l'argent censé être payé, l'argent qui doit être payé aux soldats ou encore aux policiers. Lorsque cet argent-là est détourné, combien de familles sont déstabilisées à cause de ça? Plusieurs familles. En ce moment-là, il y a peut-être la femme d'un soldat qui ne peut pas supporter la crise. Elle se décide de laisser la famille et en se décidant de laisser la famille, peut-être qu'ils ont des enfants, ces enfants-là vont devenir vagabonds. Donc, c'est pourquoi, dans ce qui concerne les détournements des deniers publics, cela doit être une affaire de tout le monde. Maintenant, comment arriver à mettre fin au détournement des deniers publics? C'est vrai que depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a certains qui sont blanchis par une main venue de nulle part et d'autres ne le sont pas. C'est pourquoi moi, ici, je pense que la justice doit être la seule structure à avoir le plein pouvoir de condamner ou de blanchir ceux qui sont cités dans des affaires graves du détournement. Parce que quand il y a une autorité qui blanchit une personne qui est citée dans une affaire grave de détournement, alors que certains ne le sont pas, cela donne une image d'une justice qui est manipulée, d'une justice sélective. C'est par là que j'aimerais aussi inviter notre pays à respecter, bien entendu, la séparation du pouvoir. Lorsque la séparation du pouvoir n'est pas respectée, il nous sera difficile de refuter les détournements des deniers publics dans notre pays. Et troisièmement, pour mettre fin encore au détournement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut mettre beaucoup plus en lumière les systèmes qu'on appelle les systèmes d'open contracting. Et ce système-là nous permet de diminuer l'opacité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, les appels d'offres, on publie cela. Lorsqu'il y a des contrats, on publie cela. Le bénéficiaire, ceci, cela. Mais ici, chez nous, c'est toujours en mode d'urgence. Il n'y a pas des histoires qu'on peut faire en suivant les règles comme il se doit. Toujours en mode d'urgence. Et lorsqu'il y a ce qu'on appelle les modes d'urgence, c'est là qu'on est en train de brûler certaines procédures. Et donc, soyons vraiment ouverts avec ce système-là d'open contracting qui met en lumière tout sans exception aucune. Parce que lorsqu'on doit construire une prison quelque part, lorsque l'arrêt central doit être construit quelque part, donc lorsqu'il y a tout un tas de choses à faire dans notre pays et qu'on lance des appels d'offres, on dit que c'est telle entreprise qui a gagné les marchés, tel montant est déboursé, et non pas nous faire des histoires comme ici, on nous présente l'argent sur papier comme ça, et puis on nous dit que l'entreprise n'a jamais versé de l'argent. Vous voyez, ce genre de choses, bon, on a détruit l'arrêt central, on accepte, mais sans vous mentir, voyez-vous comment la circulation n'est plus fluide pour l'instant. À cause de ça, est-ce que l'État n'a pas le pouvoir de sanctionner cette entreprise?
Je me dis, si le maire est innocent dans cette affaire, mais néanmoins, l'entreprise doit être sanctionnée. Une entreprise ne peut pas duper l'État congolais de cette manière-là. Voilà, les principales causes du détournement des deniers publics sont: les gens vont avec l'idée de s'enrichir, ou les gens font la politique avec l'idée de s'enrichir. Deuxièmement, il y a des réseaux mafieux. Et donc, ces réseaux mafieux sont très bien organisés. C'est-à-dire, il y a celui qui peut voler et celui qui peut blanchir la personne, qui va détourner une somme exorbitante dans notre pays. Et donc, ça c'est la deuxième des choses. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle Bwanga Bwetu. C'est-à-dire, lorsque c'était le parti qui est au pouvoir, alors il s'est dit, bon, c'est maintenant notre tour, ce parti-là s'est dit, c'est maintenant notre tour de s'enrichir. Alors par conséquent, quand nous continuons avec cette mentalité qui n'est pas d'ailleurs bonne, en ce moment-là, nous continuons à mettre notre pays dans une situation d'inconfort. Ce sont les mêmes personnes qui disent que la justice est malade, qui ne veulent pas guérir cette justice. Ils disent que la justice est malade, mais les gestes qu'ils sont en train de poser fragilisent encore beaucoup plus notre justice, et leurs gestes-là amènent notre justice dans l'agonie. Pour mieux parler des élections dans notre pays, nous devons remonter en commençant par Mobutu jusqu'à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À quoi ont ressemblé les élections sous Mobutu? Les élections sous Mobutu n'étaient pas des élections démocratiques et par conséquent, ou par surpoids, c'était des élections non pluralistes. C'est-à-dire, on avait un seul candidat, on avait un seul parti politique et on disait voter vert. Et après cette étape-là dictatoriale, nous sommes jusqu'à ce que Mouzé est arrivé, lui qui n'a pas suffisamment eu beaucoup de temps pour quand même mettre toutes ses idées en marche. Nous avons vécu cette étape de transition jusqu'à ce que Joseph Kabila vienne. Et pour une première dans notre foi, on a organisé les élections, c'était sous Kabila, si j'ai bonne souvenance, c'était en 2011. En 2011, on nous organise, en 2006, voilà, c'était en 2006 qu'on a organisé les élections pour une toute première fois dans notre pays, sous Kabila, et c'était tout à fait normal de constater certaines irrégularités, parce que c'était une toute première fois dans notre pays quand même de vivre les élections pluralistes, des élections démocratiques. Lors des élections de 2006, après 2006, nous sommes arrivés en 2011. Nous avons tous vu qu'il y avait quand même l'amélioration. Il y avait l'amélioration. Et en passant cette étape-là, arrivé maintenant en 2018. D'ailleurs, c'est en ce moment-là, 2018-2019, que nous avons connu la passation pacifique du pouvoir dans notre pays. Pour une toute première fois dans notre pays, c'est pourquoi j'ai dit encore chapeau bas au président honoraire Joseph Kabila, parce que sous Joseph Kabila, nous avons quand même connu les élections démocratiques, nous avons connu la passation pacifique du pouvoir. Et alors, en connaissant cette passation pacifique du pouvoir, vous allez vous rendre compte qu'après un certain temps, c'est lui qui était le président du Sénat, c'est lui qui était le président de la CENI, voulais-je dire, j'y arrive bien sûr, c'est lui qui était le président de la CENI, il sort pour nous dire que Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. C'est en ce moment-là que les doutes commencent maintenant à s'installer. On s'est dit que les choix du peuple a été volé. Alors,
Passons cette étape, c'est pourquoi cet homme s'est même rébellé, mais je ne suis pas en train de faire l'apologie du crime. Je condamne fermement cette façon de faire les choses parce que c'est mettre le pays en danger, c'est mettre l'intégrité territoriale, l'intégrité nationale de notre pays en péril. Ainsi pour dire, le choix a été volé en ce moment-là, les doutes se sont installés. Mais voyez-vous maintenant, avec les élections auxquelles nous avons eu à assister maintenant en 2023, sous Kabila, les élections s'étaient déroulées en un seul jour. Mais sous Tshisekedi, nous avons voté pendant plus de 7 jours. Est-ce que peut-on parler des avancées significatives au moment où les élections qui pouvaient se passer en une seule journée, mais ces élections-là commencent à se passer maintenant en 6 jours, en 6 ou 7 jours. Donc, c'est une régression considérable que nous devons ici mettre en lumière. Et on nous vient avec cette histoire, cette fameuse histoire des machines à voter. Et on nous disait à gauche et à droite que ces machines à voter étaient à la portée de X ou Y. Ce qui alimente encore beaucoup plus l'opacité dans le processus électoral de notre pays.